Paprec est le partenaire engagé de cette saison de Navigante, un partenaire qui depuis toujours a la volonté de permettre au plus grand nombre d'accéder à la course au large. C'est pour ça que l'entreprise a lancé le défi Paprec qui permet à de nouveaux skippers de vivre une première expérience et de participer en double sur le même parcours à la première étape de la solitaire du Figaro Paprec. C'est pour ça aussi que Paprec soutient la filière d'excellence de course au large qu'est la classe Figaro Beneteau en renouvelant son partenariat avec la Transat Paprec, la première transat en double mixte dont la deuxième édition part de Concarneau en avril 2025, avec toujours le même objectif, susciter des vocations et faire émerger de nouveaux talents. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices, déterminées, qui mènent parfois 1000 vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu, ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. Elle a le regard franc, le port de tête altier, le sourire lumineux. Il y a 13 ans, elle terminait 4e des Jeux de Londres en 4,70. Elle est aussi vice-championne du monde, championne d'Europe. Bref, elle a gravi les sommets de la voile olympique avec Camille Lecointre. Mais pas que. Le match racing fait aussi partie de ses spécialités. Un fil rouge qu'elle pratique depuis longtemps et régulièrement au plus haut niveau, vice-championne du monde tout de même. Mais pas que. Le Moon 30, le Melge 24 aussi. En 2019, elle est sélectionnée avec Pierre Leboucher pour disputer le premier championnat d'Europe de course au large, à l'époque où on pensait que la voile olympique serait au large, mais non. Ils seront, eux, en bronze. Mais pas que. Elle a mené des équipages, géré des projets, en Diam 24 par exemple, un projet 100% féminin. Mais pas que. Couru en classe 40 sur le Fastnet, goûté au Wasp aussi. Mais pas que. La Normande intègre aussi des équipages d'Ocean 50, a été team manageuse aussi d'un des projets de la catégorie et navigatrice à bord, tant qu'à faire. Et puis, comme il faut sans cesse se renouveler, elle a aussi skippé le TF26 Lady Team Pro, un catamaran à foil, le bateau volant, elle sait donc aussi. Cette année, elle a été choisie par Martin Lepape pour disputer la Transat Paprec, sa première transat à elle, le large, elle sait aussi. Bref, son éclectisme est dingue. Et encore, la liste n'est pas exhaustive. Elle coach aussi. Ah oui, et quand elle n'est pas sur l'eau, elle s'occupe de ses enfants. Enfin, qui eux sont souvent sur l'eau aussi, remarquez. On a très envie de lui demander d'où lui vient cette boulimie et comment elle arrive à tout faire rentrer dans une journée de 24 heures. Mathilde Giron est l'invitée du dernier épisode de la saison 3 de Navigante. Bonjour Mathilde. Bonjour Hélène. Tu rigoles? Ouais, je rigole de mon portrait. Je rigole parce que c'est l'éternel débat à la maison en ce moment avec Louis, mon mari, qui me dit: «Mais arrête de mettre trop de choses dans le planning, ça ne rentre pas dans les cases, la journée ne fait que 24 heures». Et pourquoi faut faire rentrer tout ça? Parce que, alors moi, passer du temps assis dans mon canapé, je suis pas trop capable, j'y arrive pas et j'ai toujours envie de faire plein de choses, surtout dès qu'il fait beau. On a avec les filles, j'ai toujours envie de les emmener à droite, à gauche, faire, faire plein d'activités et c'est toujours dur de voir que le temps file et quand je regarde maman, je me dis tout le temps: «C'est l'histoire de ma vie. Oh non, il est déjà cette heure-là» et voilà. Et ça vient d'où ça, tu sais ou pas? Ça, je ne sais pas trop. Tout ce que je peux te dire, c'est que j'aime bien découvrir, tout ce que je connais pas. J'aime bien voyager dans des endroits que je connais pas. La, la routine me stresse énormément. Je suis pas capable, je pense, d'avoir pendant 20 ans le même travail au même endroit tous les jours. Ça m'angoisse presque. Et voilà, je me dis que la vie est courte et qu'il faut essayer de vivre un maximum de choses. Et En puis même temps, les enfants maintenant, tu envie donc moi j'ai 2 filles là, Lucie elle a 8 ans, Alice elle a 4 ans cette année et ça y est, elles sont des âges où on peut commencer vraiment à tout faire avec elles donc
Donc j'étais pas hyper motivée à la base pour avoir des enfants. Louis beaucoup plus et on y est, j'ai j'ai dit: «Allez, go, on y va». Mais par contre, j'ai envie de vivre vraiment à fond avec mes filles et partager tout avec elles et là, on n'est pas loin de pouvoir faire des activités nautiques tous les 4 et c'est génial. Lucie, je pense qu'elle va attaquer le kite cet été. Elle est autonome déjà avec son aile et ça, c'est gagné si on partage tout en famille. Je trouve ça génial. Petit bout de chou déjà avec son aile à 8 ans. Bon allez, on va en Ouais. en reparler dans quelques minutes évidemment. Je vais te poser ma première question rituelle, si je te dis les femmes et la voile, la place des femmes dans ce milieu, tu me réponds quoi? Et ben la place des femmes dans la voile est de plus en plus présente et je suis très contente que ce soit le cas et je pense que les garçons l'ont vu comme une contrainte au début. On doit passer par des quotas, mais ils font la tête peut-être pour attaquer les débuts des épreuves, mais je pense pas qu'à la fin de leur semaine de régate, ils disent que c'était un poids ou un boulet d'avoir une femme à bord et je pense qu'au contraire, souvent, ils sont quand même assez agréablement surpris de voir des femmes, à ce niveau et ça fait plaisir. Les mentalités évoluent. Les mentalités évoluent, ouais. Moi, j'ai toujours navigué j'ai jamais vraiment rencontré de problème dans ma vie pour me faire embarquer parce que j'ai toujours navigué avec des hommes, assez jeunes, dès 18 ans sur des équipes de Tour de France à la voile ou autre parce que, bah, ils s'en fichaient un peu que je sois homme ou femme, ils m'embauchaient parce que tu fais le job à ce poste-là et ça se passait bien. Après, c'est sûr qu'il faut pas, comment dire? Je sais pas comment expliquer. Faut pas faire sa fille à faire sa chochotte ou les embêter ou quoi que ce soit. Faut vraiment, voilà, tu Bah, tu es une athlète, tu es un marin comme eux à bord, quoi. ouais, voilà, tu es un athlète, ouais, c'est ça. Mais ça s'est toujours très bien passé et moi, j'ai de très bonnes enfin, j'ai que des bonnes expériences, en équipage, mixte, quoi. Mathilde, ça commence comment ton histoire d'amour avec la voile, avec, la mer, avec, les bateaux? Ça commence en Normandie cette histoire? Ça commence en Normandie, oui, effectivement, je suis née au Havre. Ça commence presque un peu par hasard parce que mes parents ne sont pas du tout voileux. Mais quand je te dis pas du tout, du tout. Ma maman, était prof de sport mais nageuse et mon papa basketteur, donc rien à voir. Par contre, donc ma maman prof de sport dans un collège quand j'avais 6 7 ans et son collègue au collège, c'était Didier Deran. Didier Deran, ce sera un peu, plus tard mon deuxième papa parce que ça sera mon coach pendant des années. Et il lui dit un été, «Tiens, je vais mettre Mathieu en stage de voile, si tu veux, tu peux mettre Mathilde avec». Et c'est comme ça que ça a commencé. Ils avaient, acheté une maison, fallait la rénover et pour se dégager du temps avec mes frères, j'ai deux frères cadets, on est assez rapprochés, on est 3 enfants en 4 ans. Donc avec mes frères, ils nous mettaient, beaucoup à des stages de voile pour essayer d'avancer les stages de sport, pardon, pour essayer d'avancer les travaux le plus rapidement possible. Et donc c'est comme ça que, une semaine, un été, j'attaque l'Optimiste sur le bassin du commerce au Havre. Alors je peux te dire que c'est pas l'endroit qui fait le plus rêver pour commencer la voile, hein, clairement. Mais c'est pas on est loin des plages de sable blanc. Mais a priori, j'ai dû aimer. J'ai fait un deuxième stage. Après le moniteur avait demandé à mes parents de m'inscrire à l'année. Et ça, je me souviens très bien. «Ce serait bien d'inscrire Mathilde à l'année, par contre, ça va se passer en mer et tout». Mes parents n'y connaissaient vraiment rien. Ils me disaient: «OK, je veux voir qui, comment ça se passe». Donc je fais une première année en mer avec encore les voiles, les air-place, les voiles de toutes les couleurs et ensuite, a priori, je dois bien me débrouiller. Je me souviens pas bien, j'avais 7 ans, j'étais petite. C'est le moniteur qui m'inscrit à mes premières régates en demandant juste à mes parents: «Oh, alors on l'a inscrite dimanche, ce serait bien qu'elle fasse la régate, est-ce que vous pourrez juste aller payer l'inscription, et on s'occupe de tout?» Donc ça a commencé comme ça. Mes parents, ils se faisaient un peu porter par ce que disaient les moniteurs. J'ai eu la chance d'avoir au Havre une équipe, vraiment où il y avait des aides matérielles, donc on avait des optimistes quand même après quand on montait en niveau, de super qualité, des entraîneurs qui nous emmenaient, partout en régate et donc c'est avec Francis Le Goff, que j'ai fait mes premières, compétitions, nationales et c'était lui l'entraîneur d'optimistes au Havre à cette époque-là et donc j'ai passé, ouais, c'est lui qui m'a pas tout appris à la régate mais pas loin et juste ce que j'ai à dire, c'est que les premiers entraîneurs, dans ta vie, moniteurs que tu rencontres, c'est quand même hyper important parce que c'est eux qui donnent l'envie ou non de continuer, quoi. Il va y avoir l'Optimiste, il va y avoir, l'Europe aussi et Ouais. puis, le laser où tu vas faire aussi de sacrés, résultats. Cette époque-là, elle est,
La voile occupe quelle place dans ta vie, dans ton quotidien, d'écolière ou de lycéenne ou de collégienne? Bah, en optimiste, ça va encore, c'est 2 entraînements par semaine, le mercredi et le samedi. Après l'optimisme, moi, ça arrête, assez tôt parce que je fais 1,70 m en 6e déjà, donc je fais déjà quasiment la taille que je fais actuellement. Donc c'est un peu dur de terminer l'optimiste. En plus, c'est un peu la crise d'ado, je suis trop grande, je passe Francis, il craque avec moi, hein. Franchement, je lui en fais voir de toutes les couleurs. Alors j'ai des bons résultats, ça se suit sur l'eau, il y a pas de souci. Mon premier national, je crois qu'il fait 2e. Mon premier chemin de France minime, je fais podium, 3e. Mais à chaque fois, il est obligé de me mettre des carottes parce que moi, je suis en train d'aller tchatcher avec tous les garçons sur le parking. Enfin, tu vois, c'est un peu le début de la crise d'ado. Il est en train de des fois, il est obligé de me récupérer parce que presque je suis en loupé mon départ parce que je suis en train de tchatcher avec d'autres personnes. Et donc, il est obligé un peu de me mettre des carottes, quoi. Et je me souviens, mon premier France en optimiste, c'était si tu fais podium, tu la soirée au Luna Park, le dernier jour, quoi. Donc j'avais ma caronne, donc je me suis bougée pour faire ce résultat. Donc je suis très contente d'avoir ce podium. Et après l'optimisme, voilà, je suis trop grande, je fais une dernière année, mais un peu dans la douleur. Et après, je me souviens, c'était l'année 96, c'est les Jeux d'Atlanta. Mes grands-parents étaient allés à Atlanta pour voir les JO. Ils m'avaient envoyé une carte postale des JO, de la petite mascotte sur un bateau en me disant peut-être qu'un jour, je me souviens, j'ai relu la carte après, peut-être qu'un jour ce sera toi qui seras aux Jeux Olympiques. Et c'est vrai que Génial. moi, ça me donnait des étoiles dans les yeux, les Jeux Olympiques. Et donc après l'optimisme, je demande aux entraîneurs, moi, ce que je veux, c'est les Jeux Olympiques. Alors, qu'est-ce que je fais comme bateau pour pouvoir réussir à atteindre cet objectif? Donc c'est là où ils m'orientent. Ils m'ont dit, bah c'est soit le double, mais 420 puis 470, ou soit l'Europe, et c'est directement le support olympique. Donc moi, vu que je suis grande et que j'ai le gabarit, j'ai choisi directement le bon support. Donc je fais de l'Europe. Par contre, tu rentres dans une autre dimension. Bah là, physiquement, c'est dur, hein. L'Europe, c'est, pour ceux qui le savent pas, c'était le bateau avant le laser radial pour les filles. C'était un solitaire féminin, mais tout aussi dur physiquement. Par contre, on pouvait un peu plus jouer sur le matériel en fonction des gabarits avec un mât carbone et des voiles plus ou moins plates. Voilà, donc j'attaque l'Europe avec Didier Desrands, mon coach du Havre, qui nous fait bosser fort, quoi. Didier, c'était un peu le Philippe Lucas de la natation, tu vois. C'était un peu c'était dur, mais c'est pas grave, j'encaissais, j'avais besoin de ça. Il me mettait de la rigueur, ouais, il me mettait des fois il me parlait pas bien, mais j'avais besoin de ça, je pense, et d'avoir mon rail, sinon je me Mmh. parpillais vite, quoi, à vouloir faire encore 10 000 choses, et il me ramenait toujours ton objectif, il est là, on y est. Donc je passe à l'Europe. Au début, j'ai pas le gabarit, il faut se faire les muscles des cuisses, donc c'est dur, les entraînements. Il y a je sais pas combien de lundis matins dans ma vie ou au collège, au lycée, où t'as les jambes qui tremblent pour qu'il faut monter les escaliers pour aller dans les salles de cours, où t'as même pas envie de descendre à la récré et à la pause parce qu'il faut remonter les escaliers derrière. Mais bon, c'est normal, le corps, faut le façonner. Et donc, on bosse très fort avec lui, mais très bien. Et je suis rapidement, au bout de la 2e année, championne de France. Je crois que je fais même 2e ou je fais d'Europe jeune cette année-là. Enfin bref, je fais pas mal de podiums. D'ailleurs, ce France, je suis cadette et je le gagne devant toutes les juniors. Et il y a le pôle de La Rochelle, les entraîneurs qui appellent mes parents et qui me disent on aimerait bien récupérer Mathilde au pôle. Et 2 années de suite, mes parents refusent de m'envoyer. Je pense qu'ils sentent la capacité à m'éparpiller ou un peu à faire n'importe quoi, je sais pas. Donc je reste au Havre, je vais pas à La Rochelle. Je leur en veux un peu sur le moment, mais finalement, a posteriori, je bosse beaucoup mieux avec Didier au Havre qu'au pôle à La Rochelle, où les filles, finalement, elles sont un peu plus livrées à elles-mêmes. Moi, j'ai 15 ans, je suis jeune, donc j'ai pas 20 ans. Donc voilà. Après, il y a 2004, l'année de ma terminale, c'est les sélections pour les Jeux. Donc il y a les grandes, il y a les 4 grandes qui sont en équipe de France, et il y avait 2 jeunes, c'était Sarah Steyert et moi. On était en équipe de France junior, donc on fait tout le programme avec elle quand même. On fait les sélections aux Jeux avec elle. Donc évidemment, bah on a 17-18 ans, ça passe pas, il y a qu'une seule place. Mais ils nous emmènent partout avec eux en déplacement. Donc l'année de la terminale, autant vous dire que j'ai eu mon bac, mais c'était un peu rock'n'roll parce que j'ai vraiment pas été beaucoup en cours. Il y a des matières, j'avais fait un chapitre sur 2 en express juste pour aller passer mon bac, parce que j'étais au Havre avec des heures pas du tout aménagées et des profs pas du tout conciliants avec le sport. Je séchais pas mal de semaines des cours parce que les compétitions, et je rentrais évidemment bronzée, et tous les profs me disaient alors c'était bien les vacances, C'était et bien les puis vacances? Mais dis donc, les parents, ils étaient OK avec ça? bah, ils étaient OK. Alors, on a fait un deal. Je leur avais dit, vous occupez pas de moi à l'école.
je me débrouillerai toujours pour passer dans la classe supérieure, pour avoir les notes qu'il faut minimum. Bon, dans ma tête, le minimum, c'était 10-12, hein, c'était pas 15. Hein. Et laissez-moi tranquille et en échange, à l'école, je me débrouille, j'assume. En gros, je leur avais dit, la voile, c'est mon truc. Occupez-vous de mes frères et moi, je me gère. Donc, cette année de terminale, elle est vraiment dure parce que les profs, dès que j'étais absente, ils mettaient des zéros dans la moyenne. Je pouvais pas rattraper mes interros. Enfin, voilà. Donc, je suis en régate. Bah, comme tous les sportifs qui ont des doubles cursus, tu finis ta journée et derrière, faut bosser tes cours. Mais bon, c'est pas grave. C'était comme ça. J'ai mon bac quand même en 2004. Et après, je veux rentrer à la marine marchande parce que je trouvais ça chouette comme travail et parce que t'as aussi 6 mois de vacances dans l'année. Ça me plaisait bien, tu vois. Euh, Du coup, là, en 2004, l'Europe sort et est enlevée des Jeux Olympiques et remplacée par le laser. Donc là, c'est très dur moralement parce que l'Europe est un super bateau, le laser, c'est beaucoup plus dur. Et du coup, bah, on n'a pas le choix. La Fédé nous dit, si vous voulez rester en équipe de France, faut basculer, sinon vous sortez. Donc on bascule. Là, on prend moins de plaisir sur l'eau. Mais on y va, on fait l'année. Tu vois, je fais l'année complète. On vadrouille tout le temps. Je gagne le France. Je sais même plus les autres résultats, mais au niveau international, je suis bien, tu vois, dans les 10, 15, je pense. Et à la fin de l'année, je passe le concours pour entrer à la marine marchande. Et là, c'était dur pour moi parce qu'on est en tournée nordique, on est à Kiel, on est à la Kieler-Voreux et l'entraîneur qui s'occupait de nous, je me souviens, pendant la régate, on a les résultats du concours, donc mes parents m'appellent, ils me disent c'est bon, t'as le concours, je suis hyper contente. Et là, l'entraîneur, il me regarde hyper froidement, il me dit non mais t'es sérieux, tu vas vraiment aller faire cette école-là? Je dis bah oui, pourquoi? Et là, à partir du lendemain, il s'occupait plus de moi. Comme s'il s'était dit c'est bon, Mathilde, elle est finie, elle sort quoi, parce que ils estimaient que cette école était pas compatible avec l'équipe de France. Donc je finis la tournée sans trop rien dire et après bah je rentre à l'école en septembre, je suis toujours au Havre avec Didier et au bout de 3 mois d'école la Fédé m'appelle, l'entraîneur national missionné par bon je citerai pas de nom hein, par le directeur des équipes de France à cette époque. Ils me disent bon bah maintenant à partir d'aujourd'hui nous on estime que ton école elle est pas compatible avec l'équipe de France donc tu choisis soit t'arrêtes l'école soit tu sors. Waouh, là t'as 19 ans. Comment tu vas expliquer à tes parents que t'arrêtes l'école? Non, ça c'est juste pas possible parce que je suis dans une famille où fallait quand même valider un diplôme. Donc bah j'arrête tout. J'arrête tout. Je me dis de toute façon s'ils me suivent plus financièrement avec mes économies, je vais pas aller bien loin. Mes parents, je vais pas leur demander de me financer ma saison. Donc j'arrête tout. Et là, je suis déjà en couple à ce moment-là avec Louis, mon mari aujourd'hui, qui lui est en Côte d'Armor au CDVH 22 dans une super structure où on fait de l'habitable. Et je me dis bon attends, je peux pas rien faire, faut que je rentabilise le temps et que j'apprenne des choses que je sais pas faire. Donc il me dit mais viens avec nous en Côte d'Armor, tu verras, c'est hyper sympa, il y a bonne ambiance, ça va te changer d'air, un peu de l'olympisme. Donc je lui dis ok, allez, on fait ça, mais par contre, j'ai toujours l'olympisme dans un coin de ma tête. Et donc j'appelle Laurent Bréjon qui gère le CDVH 22, je lui dis bonjour, je m'appelle Mathilde, j'ai 18 ans. Alors tu me connais pas, je fais du petit bateau, je sais rien faire en habitat, mais par contre, j'aimerais bien apprendre avec vous si vous êtes OK. Je peux me libérer tous les week-ends et les vacances. Donc il me dit OK, bouge pas, je te rappelle. Donc je pense il raccroche. Je pense je sais pas, il doit faire appel à un ami ou il fait Google, j'en sais rien, pour un peu savoir qui je suis. Et 2 heures après, il me rappelle et il me dit OK Mathilde, on est jeudi, et bah viens samedi, on commence samedi si tu veux. Je me dis waouh génial. Et là je suis hyper excitée parce que je suis hyper contente. Le CDVH 22, c'était quand même incroyable ce qu'ils avaient mis en place. C'était 70 € l'année et tu pouvais naviguer sur tous leurs bateaux, quoi. Il y avait des Moom 30, il y avait des Match 24, il y avait du match racing et donc on est à la marine marchande au Havre et tous les week-ends, on fait les 700 km aller-retour pour aller en Côte d'Armor à Saint-Quay-Portrieux dans cette structure. Le premier week-end, j'arrive, il me dit, bah, c'est Moom 30, parce qu'objectif Tour de France à la voile, cet été. Donc, ce week-end, c'est Moom 30. Il dit, bah, tiens, t'as qu'à prendre là-bas. Je lui dis, bah, Laurent, n'importe quoi. J'ai jamais fait de gros bateau, je vais pas faire ça. Donc, je refuse et je lui dis, bah, mets-moi à la grand voile ou en autre poste, juste que je vois comment ça se passe et super, super ambiance. Tout le monde est hyper détendu. C'est moins rigide que l'olympisme et j'aime vraiment ça. Donc, je lui dis, allez, feu tous les week-ends, on y est. Et on prépare le Tour de France. La saison d'après, il nous laisse un match 24 à dispo. On va faire tout le circuit international. Et au bout d'un an, il me dit, bon, alors maintenant, on va faire autre chose. On va apprendre le match racing. Je lui dis, c'est quoi le match racing? Bah, tu vas trouver 3 copines et je vais vous apprendre.
OK, bah, j'appelle qui? Je sais pas, débrouille-toi. Bon, OK. Donc on fait un équipage et il nous apprend tout de A à Z et vraiment j'ai vécu, bah, du coup l'Olympiade, d'après de 2008 que j'étais partie pour faire en laser, elle est ratée quelque part. Du coup, c'est Sarah qui va au juste sur cette Olympiade-là. Je la lâche, mais par contre, je suis hyper contente de tout ce que j'ai appris, à côté, quoi. Et j'apprends à faire tous les postes sur un bateau, à gérer, un équipage, à gérer, un gros bateau dans du vent fort et franchement, c'est que du bonheur. Les Tours de France à cette époque-là, c'est quand même quelque chose, hein, montrant tous ceux qui les ont fait diront que qu'on en garde des très, très bons souvenirs. Mathilde, de tout ce que tu viens de nous raconter, je repense à tes jambes, qui flagellent, au collège pour monter les escaliers. Je repense à ta détermination à dire à tes parents, «Laissez-moi gérer les études pour le bac, je vous allez voir, ça va le faire, laissez-moi faire de la voile, j'assume». Mmh. De dire que, bon, bah, je vais faire, tous les week-ends 700 bornes pour aller apprendre autre chose. Ça dit quoi de ton Ça dit quoi de ton caractère? Ça dit quoi de ta détermination? Ça dit que j'ai toujours envie d'aller de l'avant, que faut pas se mettre de barrières. Je pense que c'est comme les enfants, tu vois? Souvent, c'est les parents qui se mettent des barrières pour eux. En vrai, on est capable de tout faire si on a la volonté et l'envie. Mais ce qui m'énerve juste, c'est les gens qui disent, «Tu trop de la chance». Non, mais non, en fait, ça tombe pas du ciel tout ça, donc faut aller le chercher. Faut se battre et si tu vraiment envie d'y aller, il faut se donner les moyens d'y aller. Il y a pas de raison que ça le fasse pas. On est tous humains, on a tous 2 jambes, une tête et après, tu as plus ou moins de facilité. Il y a des moments, tu dis: «Bon, en fait, celui-là, il est plus doué que moi, laisse tomber, j'y arriverai pas» ou je passe à autre chose. Mais je pense que si on a l'envie, on peut tout faire, quoi. Parce que quand on t'écoute, on se dit: «Non, mais on va jamais réussir à la suivre». Il y a des choses qu'est-ce qui peut te freiner? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent te freiner? Par exemple, est-ce que le doute peut te freiner? Qu'est-ce qui peut t'arrêter, en fait, Mathilde? Alors, quand j'étais jeune, non, parce que le corps suivait, il encaissait tout, il y a pas de souci. Là, tu vois, aujourd'hui, j'ai 39 ans, je sens que la quarantaine arrive et là, tu sens que le corps, il est moins d'accord avec tout ce que je lui demande, quoi. Clairement, je sens qu'il est plus fatigué, que tu as quand même moins la niaque, tu as quand même moins tu vois? Donc faut faire un peu différemment ou bien choisir et moins s'éparpiller parce que je t'ai pas dit aussi, c'est que j'ai fait beaucoup d'équitation en parallèle de la voile et beaucoup d'autres sports aussi et qu'il y a pas un seul soir où j'avais pas d'activité sportive. Donc c'était du non-stop, tout le temps, tout le temps. Et là, je sens que mon corps, pas il est usé, mais faut ralentir, quoi. Et qu'est-ce que ça t'apprend aussi en termes, parce que, tout ça comme beaucoup qui ont un parcours, qui ressemble un peu au tien, je pense à l'olympisme surtout, où c'est finalement ça commence très jeune et il faut concilier, finalement assez vite, Mmh. les études, le sport de très haut niveau. Qu'est-ce que ça t'apprend toi, si jeune, tout ça? Et qu'est-ce qui va rester surtout pour la suite? Ça t'apprend, à te gérer toi-même, ça t'apprend à je pense que la crise d'ado, du coup, tu fais moins de bêtises parce que tu as ton objectif sportif, ça c'est sûr. Ça t'apprend à bah, en fait, tu peux pas perdre de temps dans ta vie. Tu vois, moi, le lycée, c'était très compliqué pour moi parce que j'avais l'impression d'être en décalage complet avec, les filles avec qui j'étais en cours, quoi. Et elles me disaient: «Mais ça sert à quoi de faire du sport? Mais tu te fais mal, mais c'est quoi le but de ton truc?» tu vois? Et j'ai dit: «Bah, je sais pas», et je savais même pas répondre à cette question. J'ai dit: «Bah, moi, j'ai mon objectif, je veux y arriver et pour y arriver, il faut faire ça, en fait, la question se pose même pas» et elles passaient leur samedi à faire les boutiques ou à écouter de la musique ou à pas faire grand-chose et en fait, j'avais l'impression d'être un autre monde des gens avec moi à l'école. C'était vraiment particulier mais du coup, grâce au sport, bah, alors c'est frustrant parce que des fois, les samedis soirs, il y a des soirées donc tu pas une adolescence complètement normale et ça, c'est un vrai problème de tous les sportifs, je pense. Les soirées, tu pouvais y aller, mais tu rentrais tôt parce que le dimanche matin à 9 heures, tu avais les pieds dans l'eau. Ça, c'est un peu frustrant quand même, mais quand tu fais le bilan, 10 ans après ou 20 ans après de tout ce que tu as fait par rapport à tous ces gens-là, bah, je suis quand même hyper, contente, de ce que j'ai réussi à accomplir et tant pis, hein, j'aurais raté des soirées, j'aurais raté des choses, j'aurais peut-être raté des copines ou des copains de lycée, mais les gens du sport, je trouve que je vais pas dire que c'est une meilleure amitié, mais on partage,
les mêmes valeurs, on partage des activités ensemble et aujourd'hui, je préfère avoir des copains avec qui tu partages des activités que des copains avec qui tu partages l'apéro presque, quoi. Parce que tu gardes des souvenirs gravés, à vie de super moments, avec eux, quoi. Disons que ce sont 2 genres de destins un peu différents, quoi. Oui. Voilà. Bon, après avoir, appris à savoir tout faire sur un gros bateau, dans du gros temps aussi, dans la mer, sur un habitable, malgré tout, tu vas renouer avec ton premier amour qui est l'olympisme et prendre la barre d'un 4,70. Ouais, je voulais un peu ma revanche, sur l'olympisme. J'avais pas perdu l'objectif. Je me dis: «Moi, vraiment un jour, je veux aller aux Jeux». Enfin, c'était même objectif médaille, et alors comment on fait? Donc j'étais partie pour repartir en solitaire et puis là, Camille m'a appelée pour faire du Camille 4,70. Lecointre. Camille Lecointre, pardon, oui, et j'ai pas dit oui, sur l'instant parce que je m'étais même pas posé la question, en fait, j'étais partie en solitaire. Camille, on a commencé, pour mémoire, on a commencé l'Optimiste ensemble au Havre. On se connaissait depuis presque toujours, quoi. Après, elle est partie à Brest et moi, je suis restée au Havre, donc on s'est pas vus pendant quelques années. Et puis là, elle me rappelle et sur le coup, je me dis: «Oh, équipière de 4-7, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Je sais pas». Et en solitaire, j'avais ma super copine d'équipe de France et Sophie de Turckheim. Et bah, tu vois, Sophie, aujourd'hui, c'est ma témoin de mariage, donc on est restés hyper liés. Et tu sais qu'à la fin, il y a qu'une seule place pour aller aux Jeux. Mmh. Donc, si tu fais du laser en même temps que Sophie, c'est sûr qu'à la fin, il y a une des deux qui va être déçue et j'avais pas envie de la perdre comme copine et c'est une vraie amie et du coup, parce qu'il y a quand même une chance sur deux que ça se passe mal. Donc, je me dis, bah, finalement, le 4-7, c'est peut-être une bonne option. Comme ça, on fait tout l'Olympiade ensemble quand même et on est content de se voir parce qu'on n'est pas sur la même série. Et ce qui me plaisait, par contre, dans le 4-7, c'est que c'était un bateau un peu plus rapide, que le laser, j'affectionnais pas tant que ça parce que le bateau est quand même dur à naviguer. Voilà, donc je dis à Camille, allez, on fait un essai. On fait un essai et ça me plaît, tu vois. Et du coup, je dis, allez, feu, on y va. Par contre, il y a du boulot sur la planche parce que on est les petits jeunes dans la série. Et à ce moment-là, il y a en place, il y a Camille, Ingrid et Nadège qui sont bien en place, qui ont déjà 2 JO. Et là, il va falloir bosser fort si on veut être devant elles dans 4 ans, quoi. Sauf qu'à ce moment-là, on est toutes les deux en fin d'études. Donc, au début de l'Olympiade, on fait comme on peut. Moi, je travaille donc à la Brittany Ferries à ce moment-là et Camille a son stage aussi de fin d'études à faire. Donc, la première année, on a dit comme on peut. Mmh. Moi, c'est un peu... En fait, je vis dans ma voiture, quoi. Tu vois, j'ai tous mes sacs dans mon coffre de voiture. Et je fais une semaine de ferry, une semaine d'entraînement à Brest, une semaine de ferry, une semaine d'entraînement. Je suis un peu SDF, quoi. J'ai pas acheté d'appart. J'ai acheté un appart l'année d'après, mais je squatte un peu dans la maison de mes parents en Côte d'Armor et heureusement que je peux faire des machines à laver sur le ferry parce que en fait c'est sans transition, tu vois, ça enchaîne une année, toutes les semaines sont remplies, tu vois. Donc la première année est costaud comme ça parce qu'en 4-7, il y a pas de temps à perdre non plus parce que moi j'ai jamais fait de trapèze de ma vie, hein, quand même, donc on part Oui, oui, pas c'est dire vrai, on je part de loin. précise, je me suis trompée, Ouais. j'ai dit que tu prenais la barre. Non, c'est Non évidemment non Camille non. qui est à la Ouais barre ouais. et toi, tu es l'équipière Bah de. ouais, parce que en fait, de par les gabarits, Oui, 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 tout à fait. c'est logique comme ça. Et j'ai jamais fait de trapèze. Par contre, ça va assez vite parce que tactiquement, bah ça va, je gère parce qu'en solitaire, fallait que je tactique toute seule. Et comme je suis barreuse, et bah en fait, c'est hyper fluide dès le début. On a presque pas besoin de se parler. Je sais déjà ce qu'elle va faire à la barre. Je sais comment. Du coup, bon, du coup, on progresse assez rapidement. Ouais, on a avec les toutes meilleures au bout de la deuxième année. À deuxième année, je suis encore à la Brittany Ferries à ce moment-là. Ils sont sympas parce que je leur donne mon planning de voile et ils me mettent des semaines de ferry un peu dans les trous. Et après, ça devient ingérable parce qu'il y a un moment, t'es épuisé, t'as beau être jeune, quand j'ai aucune semaine de pause, c'est un peu dur. Donc, j'ai la chance de récupérer un poste à la Marine nationale, un poste de sportif de haut niveau. Il y a 10 places pour les équipes de France et donc on est toutes les deux à l'armée à ce moment-là et on n'a plus que 40 jours de boulot à faire par an. Donc là, ouf, on a beaucoup plus de temps À vous pour faire consacrer, autre chose, à vous pour se consacrer, poser, voilà. à Ouais, l'APO. c'est ça. Et du coup, moi, j'ai des semaines un peu plus à la maison parce que c'est vrai que Louis, il m'a pas trop vu pendant 2 ans, c'était très dur. Donc là, on a acheté un appart à Saint-Malo et je rentre à Saint-Malo quand j'ai des semaines de pause et je fais beaucoup de kitesurf à ce moment-là, à ces années-là, dès que je rentre à la maison. Et ce que tu disais, c'est que vous allez progresser, effectivement, ça va aller finalement assez vite.
Si on regarde, effectivement le palmarès de cette année 2012, qui est donc l'année, des jeux olympiques, Mmh. hein, de Londres, il y a, 3e de la coupe du monde en 4-7, vice-championne du monde en 4-7, ce qui est quand même, assez fou quand, on sait que vous avez commencé si peu de temps avant. Et Mmh. puis il va y avoir, cette sélection pour les jeux. Qu'est-ce qui reste des jeux, Mathilde, où vous allez terminer 4e? Ouais, alors 4e, ouais, c'est très dur parce qu'on termine à 1 point du podium. 1 point sur une semaine, c'est quoi? C'est comme un 10e en natation, c'est vraiment rien. Surtout virtuellement, au début de la medal race, on est médaillés et juste le dernier portant, on le gère pas, bah, pas assez bien après, vu qu'on n'a pas la médaille, mais ouais, du coup, je me suis refait le scénario des jeux pendant je sais pas combien de mois dans ma tête, la nuit et tout, mais ouais, c'est une grosse déception en arrivant. Ouais, ouais, c'est très, très dur. Camille le vit mieux que moi, je pense, parce qu'elle le dit: «Bon, c'est pas grave, on en gros, j'aurai la médaille la prochaine fois», mais moi, je sais pas s'il y aura de prochaine fois et je sais que moi, je ferai pas du 4,70 aussi longtemps qu'elle, donc moi, j'ai vraiment l'impression que c'est l'échec de ma vie ce jour-là, quoi. Par contre, ce qui restera de ces jeux, c'est la sélection qui a été très, très dure et très longue. Parce que, on est 3 équipages en équipe de France dans les 10 meilleures mondiales, que c'est jamais la même devant, que, c'est Ingrid Nadège les favorites les plus anciennes, que le premier résultat des sélections sont pas peut-être forcément comme la fédé, souhaitait. Du coup, ils nous reprolongent les sélections, ils nous rajoutent des épreuves et qu'on est sélectionnés, en avril, juste 3 mois avant les Jeux. Et on est un peu épuisé de ça parce que l'ambiance est très, très dure, quoi. Et je me souviens de ce Miami-là, tu vois, on est toutes les 6 dans le même hébergement et Ouais, c'est dur là. c'est un Oui, quand on peu sait que ouais. c'est un peu la guerre, quoi, tu vois? Non, c'est pas sympa et moi, je suis pas bien parce que je suis très empathique dans ma vie et tout et cette ambiance, j'ai vraiment du mal, tu vois? Quand on a 2 qui disent: «Je vais faire les courses» et qu'elles ont fait les courses, pour 2 et pas pour 6 alors qu'on est 6 dans l'appart, c'est des détails, moi, ça me Oui, bah, bref, c'est un voilà. moment de compétition Voilà, extrême, quoi. De c'est toute ça. façon, on sait ce que c'est, hein, les sélections pour, les jeux en voile, Ouais, c'est sûr que c'est très compliqué. On rappelle effectivement qu'il y a qu'un seul équipage par série, donc ouais, nécessairement, on imagine le moment pas forcément très c'est agréable, ça et chapeau à Gilda quand même, mine de rien, parce qu'au milieu de tout ça, il était tout seul avec ses 3 équipages là où c'était vraiment tendu et je pense que pour lui, ça a pas été simple non plus, même de rester impartial, et d'essayer de faire au mieux. Voilà, donc on est sélectionnés, c'est super. Ouf, c'est un peu la délivrance, mais par contre, bah, il reste que 3 mois. On est quand même, on ressort de là fatigué, hein, clairement, mais il faut réattaquer direct et du coup, contre-coup, c'est qu'on n'a pas le temps de tester du matériel comme on voulait, donc on part au jeu comme ça et on aurait pu faire peut-être mieux ouais, niveau matériel, mais c'est pas grave. On y va comme ça et on commence très mal nos jeux. On rentre le premier soir, je pense qu'on est avant-dernière, je crois, de mémoire et on rentre et on dit à Gilda: «Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé?» et moi, je comprends pas. Je lui dis: «Mais Gilda, mais j'ai même pas l'impression qu'on ait mal navigué. Qu'est-ce qui se passe?» et même lui, il me regarde, il me dit: «Je sais pas. On va analyser les traces, on va regarder et on va essayer de comprendre» et voilà, on rentre, on se dit: «Nos jeux, ils sont morts. Ça y est, c'est fini» et le lendemain, bah, tu plus rien à perdre, faut prendre des risques, vraiment, de toute façon, tu plus rien à perdre. Donc départ bowling, poum, gagner des manches et c'était reparti, le second souffle et tu vois, c'est pas passé loin d'une médaille. comment on gère, le post, JO? Comment on se redirige? Comment on se dit: «Qu'est-ce que je vais faire après?» Toi, il y a eu encore du 4-7 avec de beaux résultats et puis après il y a eu aussi, bah, voilà, de l'Europe, du match race, comment comment on imagine, la suite? Comment est-ce que toi tu t'es, positionnée après cette expérience-là? Bah, le post-JO pour pas mal d'athlètes, c'est un peu compliqué à gérer, tu sais, c'est hyper connu la déprime, post-JO parce que pendant 4 ans, tu as un staff autour de toi, tu as les entraîneurs, tu as beaucoup de monde qui gravite autour de toi et du jour au lendemain, tu rentres chez toi et tu es rien et en plus, tu es pas médaillé. Donc nous, on est à Weymouth, à la fin des Jeux, on va à Londres et les médaillés, ils ont le droit à plein de choses et toi, tu es pas médaillé. C'est comme si tu avais raté ta vie quand tu arrives à Londres et que tu es pas médaillé, quoi, au village olympique, quoi. C'est vraiment, c'est un peu dur, tu prends une grosse claque
Ils disent: «Est-ce que tu peux aller voir si tu veux aller voir d'autres sports, tu demandes: "Est-ce que moi je peux aller voir les autres sports? Tu médaillé ou pas?" Non, tu pas médaillé, donc t'as pas le droit d'y aller, par exemple, tu vois? C'était dur à gérer, donc mais je rentre à la maison, j'ai Louis qui m'attend, j'ai des copains qui m'attendent, on fait un été de kite à fond et j'essaye de prendre du plaisir à autre chose et ça se passe bien, plutôt le post-JO. Par contre, ce qui était très dur pour nous, c'est que donc on rate la médaille et le lendemain matin de notre medal race, le DTN nous convoque et il nous demande, il faut aller qu'on lui réponde quasiment si oui ou non on repartait pour l'Olympiade d'après. Et ça, j'ai trouvé ça un peu trash que dès le lendemain, faille donner une réponse. Donc moi, je dis, je sais pas, j'ai besoin de breaker. Et du coup, on se voit avec Gilda un peu, je sais plus combien de temps après, on décide que, allez, on repart pour la prochaine Olympiade, mais sous condition. Moi, j'avais demandé à avoir un été un peu off, un hiver, pardon, l'hiver d'après off. Donc, on part à Nouméa avec Louis pour aller bosser là-bas et parce qu'on a des copains là-bas et vraiment pour passer à autre chose. Il m'avait pas eu pendant 4 ans avec l'Olympiade, vraiment pour qu'on passe 6 mois tous les deux. Et après, oui, je voulais terminer mon école, la marine marchande. Il me restait 8 mois à faire parce que sinon, je pourrais plus les faire parce que la formation entre-temps, elle a changé. Donc, je demande à avoir le droit de faire mes 8 mois d'école l'année d'après. Donc, on me dit oui. Et puis, l'année 2013, donc le début de saison, je suis pas là, mais après, on est là quand même pour hier, les premières Coupes du Monde. Tu vois, on gagne le championnat d'Europe cette année-là. On rate notre mondial, on fait 4e alors qu'on était podium toute la semaine, mais on est dans les 4 meilleurs mondiales. Tout va bien, je veux dire, tout va bien, quoi. Et en septembre, bah là, je dis, bah, je vais terminer l'école. Et là, on me dit non. Donc là, je quitte l'équipe de France une deuxième fois et je sors. Et pour faire autre chose. Et voilà. Parce que j'avais un peu un ras-le-bol. Moi, j'ai un peu un problème, c'est que je me lasse assez rapidement des choses et j'ai toujours, faire la même chose pendant des années, j'ai du mal et c'est là où Camille m'impressionne, c'est qu'elle a réussi à faire 20 ans le même bateau. Et moi, je suis incapable de faire ça, quoi. Et donc, je quitte tout, je lâche tout. Alors pourtant, il y avait une médaille potentiellement au bout, mais je sens que j'ai besoin de faire autre chose. Tu vois, pendant l'Olympiade d'avant, je voulais faire d'autres supports en parallèle de l'équipe de France. J'avais pas trop le droit d'aller faire ça. Du coup, j'avais pas mal de frustration, envie de faire plein de choses, mais des trucs, ne serait-ce qu'un national buscadet avec les copines ou autre. Et c'était pas possible. Du coup, voilà, je quitte tout, c'est pas grave, et je passe à autre chose et je fais mon année d'école. On attaque avec Anne-Claire 2 saisons de match racing international là, et après le Diam 24 arrive et c'était un super projet aussi. Du Tour de France à la voile en Diam, voilà. Voilà, j'aimerais bien qu'on parle de il y a effectivement donc ces perfs en match racing, hein, qui sont de sacrées belles, performances et puis il va y Ouais, avoir ce projet en Diam 24 pendant, quelques années, hein, le Diam 24, la boulangère, où ça va être un projet 100 féminin. oui, Finalement, à l'époque, en 2017, c'était assez, novateur, hein, d'avoir ce projet 100 féminin, même si en course au large, bien sûr, ça avait déjà, existé. ouais. Hem, tu te sens comment justement à gérer les projets? Parce que ça va revenir aussi après en 2024 quand tu vas être team manageuse de Inter Events en Ocean 50. Toi, à la tête d'un projet, tu te sens comment? Bon alors déjà, grand merci à la boulangère de nous avoir donné l'opportunité de valider ce projet parce que c'était 3 superbes années. Il y avait Claire Leroy qui nous aidait, qui faisait un peu le lien entre le sponsor et nous, qui nous aidait dans la gestion de projet sur ces 3 années. Et ce qui était difficile, on avait décidé de partir du coup en 100% féminin, mais ce qui était difficile, c'était les contraintes de poids du bateau et du coup de gabarit, parce que c'était 3 ou 4 personnes à bord. Les garçons, ils étaient tous 3. T'es mieux à 3 parce qu'à 4, tu te marches dessus. Mais le poids, c'était 210 kilos minimum. Et du coup, ça veut dire 70 kilos par personne. Donc, pour faire un équipage, il fallait quand même des nanas costauds. Et ça n'a pas été si simple. Physiquement, le bateau était très dur en plus. Donc, bah, clairement, on faisait beaucoup de muscu, 4 fois par semaine, et on mangeait beaucoup. Et on a réussi
à faire un équipage quoi, à monter un équipage quand même performant, mais c'était quand même dur, surtout parce que c'était des départs Tour de France à la voile, c'était des départs un peu arrêtés. On partait au travers, lancer pleine balle, et du coup, fallait vraiment être hyper explosif, hyper puissant. Et au démarrage, on avait toujours un peu plus de mal que les garçons, mais on a réussi à s'en sortir. On a réussi à faire quelques perfs, on a réussi à faire des super côtiers, et franchement, on n'était pas ridicule. Je sais plus combien on fait sur le tour, on fait 11 ou je sais plus quoi, 11 ou 12. Et parce qu'il y avait quand même un sacré niveau autour de nous et des pros de tous les gros projets qui venaient faire du diam au début. Donc moi, je suis quand même contente de ce qu'on a réussi à faire avec cet équipage. C'était comment la gestion de l'équipage 100% féminin? C'était alors du coup dans le casting, moi je suis quand même assez attachée à l'humain, donc tu essaies quand même de trouver des personnes avec qui tu t'entends bien et tu es à peu près sûr que ça va fonctionner. Écoute, ça s'est bien passé, et aujourd'hui, je renaviguerai avec plaisir avec toutes les personnes toutes les filles qui sont passées dans ce team. Alors, il va y avoir, puisque on l'a bien compris, hein, il faut que la routine surtout pas, découvrir des nouvelles choses, bah oui, évidemment, Mmh. les journées qui font 26 heures au lieu de 24, bon, bah, on a bien compris que c'était à peu près les tiennes. Bah, après, il faut goûter, au large aussi, hein, Mathilde? Oui, Parce oui. que la voile olympique, c'est formidable, le Tour de France à la voile, c'est incroyable, mais il faut aller plus loin, très loin, sur des plus gros bateaux, aussi. Donc, comment est-ce que à quelle porte tu frappes, en fait, pour te dire: «Bah, tiens, j'aimerais bien aller, naviguer sur un Ocean 50», par exemple? Je pense à 2021 et les navigations sur Layton, ou après avec Coesio, ou même, faire du classe 40. Tu Comment tu mets ta barque à ce moment-là? Moi je frappe pas aux portes parce que je sais pas faire ça. Heu, je sais pas faire ça, je sais pas me vendre, je sais pas trop parler de moi. D'ailleurs ce que tu me demandes là, c'est un exercice un peu dur pour moi. Mais Tu t'en sors très bien, hein, tout va bien. ouais. Ouais, non, tu vois, j'ai jamais trop envoyé des CV dans des teams ou quoi que ce soit, et tout le long, en fait, c'est un peu le téléphone qui sonnait, donc j'avais pas ça venait à moi un peu, quoi. Et sinon, tu as peur de quoi? Pardon, hein, mais c'est quoi ne pas oser envoyer de CV, ne pas oser, Bah, je suis toujours à me dire: «Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je serai au niveau? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce qu'il y a pas quelqu'un qui serait meilleur que moi?» Et alors que, je sais même pas pourquoi je me pose ces questions-là, parce que souvent ça se passe bien. Oui, et puis le palmarès, montre que ça se passe bien aussi quand même. Oui, 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 c'est sûr, mais ouais, c'est un peu l'histoire de ma vie, ça aussi. Et c'est quoi l'histoire? C'est faire, tous ces supports et tout faire pourquoi? Pour alors au-delà de ton plaisir et ta curiosité, c'est quoi? C'est montrer aux autres finalement que tu es capable de faire tout ça et que justement Montrer aux autres, non, je m'en fiche un peu, ouais. j'ai rien à prouver à personne, tu vois? À 20 ans, en fait, tu as envie de cocher toutes les cases. Tu dis: «Oh, mais tu vois ce circuit-là, oh celui-là, il me donne envie, j'irais bien», c'est plus ça, tu vois? J'irais bien là aussi essayer ça, et ouais, c'est plus ça. Comme quand tu es gourmand et que tu es dans une super boulangerie, pâtisserie, que tu as envie de tout goûter, quoi. Ouais. En plus, tu me dis ça à moi. Oui, qui suis hyper gourmande. Ouais, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Les navigations en Ocean 50 ou en classe 40, alors évidemment, ça n'a rien à voir l'un et l'autre. Malgré tout, ça c'est du large. Ça réveille quoi chez toi? Il y a un truc qui se passe à ce moment-là? Il y a, bah, le large, j'en avais fait un peu sur les Tours de France à la voile, en montrant sur les étapes de nuit. En Diam 24, moins, c'était des étapes à la journée, et c'est vrai qu'avec Pierre, on nous a proposé, je sais plus comment c'est fait, je crois que c'est Pierre qui a dû m'appeler pour faire le mondial, offshore là, et je m'étais dit: «Bon, bah, on essaye, mais sans conviction», parce que, du large, large, j'avais fait en croisière, mais pas trop en course. J'avais traversé les océans en porte-conteneurs, mais pas en bateau à voile. Et je me suis dit: «Bon, après tout, c'est des quarts, comme sur ton porte-conteneur, et on essaye». J'ai la chance de pas avoir le mal de mer en plus, donc ça, c'est plutôt bien. Et à chaque fois que j'ai essayé le large, et bah, c'est plutôt des bonnes expériences, des bons souvenirs, et voilà. Ouais, et tu vois, cette transat, voilà, je t'ai fait une transition un peu rapide, mais cette année, cette, transat Paprec, on savait que ce serait dur. Ça a été très, très dur, mais je rentre pas en me disant: «Plus jamais», quoi.
Je rentre en me disant, «Je suis contente d'avoir, réussi la mission et je suis capable de repartir sans problème». Bah, alors puisque tu l'as fait la transition, on reviendra sur un ou 2 petites une ou 2 petites Ouais, choses, que je voulais voir avec toi avant, mais puisque tu parles de cette fameuse transat Paprec avec, Martin Le Pape où alors c'est un secret pour personne, hein, ça a été une déception, à l'arrivée parce que c'est vrai que quelques heures avant l'arrivée, vous étiez en tête et puis, ça a été, de la mistoufle pas possible à l'arrivée, c'était ouais. compliqué. Hem, Moi, j'aimerais juste savoir justement, on le rappelle, hein, cette transat depuis, de petites années maintenant est en double mixte, le fait que Martin, t'appelle, voilà, ça s'est passé, comment? Et puis, surtout le plaisir que tu as pu éprouver à te dire que tu allais faire cette transat? Ça s'est passé comment? Martin, il cherchait un profil, en fait, il s'est dit: il faut que le bateau aille vite tout le temps, tout le temps, tout le temps». Sur une étape de solitaire, 3 jours, tu tiens tout seul, mais là, tu tiens pas, là, sur, 3 semaines, tu tiens pas tout seul. Du coup, mon binôme, il faut qu'il soit capable de faire avancer le bateau aussi vite que moi. Donc il cherchait un profil plutôt bareuse. Je pense qu'il est plutôt malin. On a vu Coco avait fait ça, Corentin Auro avait fait ça avec Pauline, la transat d'avant et je pense que c'est assez malin. J'ai pas dit oui tout de suite parce que encore une fois, je me disais: «Mais est-ce que je suis légitime ou pas?» Oh! Mais oui et puis autour de moi, ils m'ont dit: «Mais arrête, arrête de te poser des questions, vas-y, vas-y, OK». C'est fou quand même, hein, malgré tout, après toutes ces années de se redemander, de se Ouais. reposer la question, hein. Mmh mh. C'est ça. Oui, parce que le Figaro, je le connais pas, j'ai jamais fait de Figaro. Il y a ça aussi. Ce monde de figaristes, j'ai jamais mis le pied dedans et j'ai pas, souvent on me demande: «Alors la solitaire?» mais j'ai aucune envie d'aller faire, du bateau tout seul moi par contre. Tu vois? La solitaire ne m'attire absolument pas et j'aime partager les aventures avec des personnes. J'ai trop besoin de parler à quelqu'un en fait et je trouve que la victoire est d'autant plus belle quand tu es à plusieurs, quoi. C'était quoi la question, redis-moi? Là, le plaisir d'être, voilà, comment Martin t'a choisi, donc voilà, Ah il oui. fallait un binôme, qui sache faire avancer le bateau aussi vite que lui. Oui, donc moi, mon gros défaut, c'est je connaissais pas le bateau. J'avais jamais fait de transat en course. J'avais fait une transat l'année d'avant, on avait emmené l'Ocean 50 à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais pas en course et pas sur ce bateau-là et pas avec l'exigence du Figaro. Ce qui m'a vraiment plu, par contre, de retourner faire du Figaro, c'est que c'est de la monotypique, ça se joue à rien et que tu es au contact en permanence et ça, c'est génial. Quand tu viens à l'Olympiste, tu as vraiment l'impression de faire ouais, c'est de faire une course à la journée, qui dure 3 semaines, quoi. C'était vraiment chouette, quoi. Ça, j'ai aimé. Par contre, je me suis complètement cramée sur cette transat, Physiquement, tu veux dire, moralement? non, ouais, en fait, les 4 premiers jours sont très bien passés. On a mis, alors du coup, l'objectif, c'était vraiment de gagner cette transat. On a mis un rythme infernal sur la flotte, on lâchait rien, on allait très vite, vraiment et du coup, pendant les 4 premiers jours, ça se passe bien, mais on dort pas et ouais, au bout du 5e, j'ai des hallucinations auditives, ça y est, c'est parti. Au bout du 6e, hallucinations visuelles et après je traîne ça, quasiment jusqu'à la fin de la transat, quoi, où tu fais tes quarts, mais tu plus lucide comme au début, quoi. Et l'arrivée? Et à l'arrivée, bah, enfin jusqu'à 48 heures avant l'arrivée, on est en tête, hein, on se voit gagner. On dit: «C'est bon, on a plié le game, c'est génial, trop bien» et les 2 dernières nuits, ça passe dans notre dos. C'était des grains toute la nuit. Il faut savoir que vous avez la carto à terre, donc vous voyez en permanence où sont les bateaux, mais nous, on n'a pas de visuel sur les concurrents à part nos 5 pointages officiels par 24 heures et la nuit, il y a pas de pointage et du coup, tu te réveilles le matin et tu te dis: «Qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit?» et tu les as pas à l'AIS parce qu'on avait 10 minutes d'avance, ils étaient derrière et donc là, l'avant-dernier matin, on se réveille et je me souviens, on attaque, on se dit: «Tiens, on va prendre un petit déj». Ça fait 4 jours d'avoir pris le petit déj ensemble. On attaque la première bouchée et là, au loin, je vois une tache. Je dis: «Oh Martin, qu'est-ce que c'est?» et là, on sait pas ce que c'est tant qu'on n'a pas le pointage et en fait, c'était Massif qui était passé devant nous et qui avait, 5 000 devant, quoi. Qui avait eu un grain de plus, pendant la nuit. Nous, on a débriefé après à terre et pas de bol pour nous, coup de bol pour eux et voilà, ils passent devant et c'est dur à encaisser quand mais bon, c'est comme ça, c'est la voile. Comment tu digères, toi, les déceptions sur l'eau, les déceptions en compétition?
C'est quoi ta méthode? Ça dépend. Là, j'étais vraiment, j'étais déçue, mais plus pour Martin que pour moi parce que, c'était sa 6e et il avait vraiment envie d'aller chercher une victoire et du coup, je suis pas bien. Je suis déçue pour moi, mais je suis pas bien pour lui et presque je culpabilise et je me dis: «Ah, qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux?» et parce ouais, mais bon, c'est la voile, c'est comme ça, hein. Sinon, on ferait de la natation et on se battrait contre un chrono et il y aurait moins de tu vois, ce serait moins aléatoire, mais ouais, ça fait partie du jeu. Il y a aussi, cette expérience avec laquelle, j'aimerais revenir avec toi en 2024 où tu vas être, team manageuse du projet Ocean 50, Inter Invest et puis aussi bien sûr, hein, tacticienne numéro 1 parce que rester à terre tout le temps en team manageuse, j'imagine que c'est pas bien possible pour Mmh toi. mh. Être à la tête d'un projet comme celui-ci, d'un projet Ocean 50 qui plus est, tu t'es sentie comment? Là, pour le coup, tu t'es sentie légitime à être à la tête d'une équipe? Bah, non, pareil, tu vois, Mathieu, donc c'est Mathieu Perrault, du coup, qui était skipper du Class 40 Ocean, Inter-Invest. Il a emmené son sponsor sur l'Ocean 50, donc c'était une transition Class 40 Ocean 50, en récupérant le bateau de Thibaut Vauchel et là, on est parti d'une page blanche. Fallait tout créer, tout écrire et il m'a proposé de faire partie de l'équipe parce que, Mathieu habite Pornichet, il voulait que ce soit un projet basé à Pornichet et il s'est dit: «Bah, tiens, Mathilde, ça peut être chouette de l'avoir dans mon équipe, quoi». On était une toute petite équipe, hein, on était que 4. Bah, ça restait une équipe, hein. Ouais, un boat captain, un préparateur, Mathieu et moi et ouais, il y avait tout à écrire. J'ai mis du temps aussi, pareil, à lui dire, «Feu, on y va». En lui disant: «Bah, OK, mais c'est un truc que j'ai jamais fait, donc on essaye, hein, et on voit ce que ça donne au bout d'un an» et voilà. Il a fait le choix d'avoir des profils qui avaient des doubles casquettes, ce qui était assez malin. Tu vois, moi, je pouvais naviguer, son boat captain, Vincent pouvait aussi naviguer. On faisait tous les grands prix. Sur le papier, c'était génial, c'est une super idée, mais en réalité, on était un peu trop peu nombreux et on s'est un peu tous cramés. Et du coup, c'est une super expérience, mais on sort, quand même, clairement sur les rotules, quoi. Tu rajoutes quel genre de corde, à ton arc avec cette expérience-là? Bah, tu rajoutes de la compta, tu vois? Des choses comme ça que tu fais. Des choses, beaucoup d'administratif, hein, en fait. Et après, c'était quand même, mine de rien, c'était entre guillemets «assez simple» parce que c'était un seul sponsor. Pas comme d'autres projets où là, j'ai navigué avec Luc, Berry cette année, ils ont, je sais pas, 20 ou 30 ou 40 partenaires et là, c'est tout je pense que ça tout prend plus de temps, quoi. Nous, on avait des RP à faire, mais c'était toujours, la même journée et toujours avec Interinvest, en plus, eux, ils étaient quand même assez investis depuis Paris, donc ils géraient la logistique de leurs clients qui nous envoyaient naviguer. Mais tu vois, les journées de RP pour moi, bah, le matin, tu prépares tout le bateau, tu les envoies naviguer, Mathieu va au restaurant avec eux, toi, tu restes sur le bateau, pour gérer le bateau le midi, mais tu essaies de faire un max de mails que tu peux le midi pendant que tu es à bord et tu rentres le soir et faut tout ranger vite, 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 faut aller chercher les filles à l'école, faut gérer les filles et le soir, tu dis: «Bon, j'ai pas fait ça, ça, ça», donc tu rouvres, le téléphone ou l'ordinateur, quoi. Justement, l'équilibre, avec des enfants cette fois parce qu'on a compris aussi, ta volonté avant d'avoir des enfants de pouvoir partager du temps avec ton conjoint. Quand on a des enfants et quand on constate, tes journées bien remplies, comment est-ce que tu trouves toi l'équilibre? Qu'est-ce qui est important de préserver? Ce qui est hyper, ce que la prio ma priorité, c'est d'avoir une super relation avec mes filles, et de quand j'ai du temps, vraiment, pas avoir du temps où tu es, dans la maison à côté d'elles, où chacun est dans son monde, tu vois? Vraiment, si je suis avec elles à 200 et faire plein d'activités avec elles et j'avais dit à Louis: «Je veux absolument des enfants tout terrain ou rien, quoi». Maintenant, il faut pouvoir tout partager avec elles et c'est génial. Par contre, ce qui est hyper compliqué dans la mise en place, c'est que, bah, Louis, lui, pour le coup, il travaille, beaucoup, beaucoup, beaucoup.
il rentre les bateaux il est pilote maritime, il rentre les bateaux dans le port de Saint-Nazaire et son emploi du temps est, en fait, il a pas d'emploi du temps. C'est un peu en last minute tout le temps. On sait jamais quand il travaille et il travaille beaucoup la nuit et les week-ends. Donc, je te raconte pas en vie de famille quand c'est des semaines où moi je m'en vais. Donc, ça fait 7 ans qu'on a une jeune fille au pair à la maison pour un peu nous gérer la crise quand il y a aucun parent en fait. Parce que à Pornichet, on n'a pas de famille non plus pour nous aider à gérer les enfants. Donc, j'ai expliqué aux filles, je leur ai dit, il y a des semaines où je suis pas là du tout. Par contre, il y a des semaines où je suis là à la maison. Donc, moi, je fais tout ce que j'ai à faire quand elles sont à l'école. Et les semaines où je suis là, je suis vraiment là à 100% avec vous et on fait plein de choses. Donc, je privilégie vraiment du temps de qualité avec elles, quoi. Qu'est-ce que tu leur transmets comme genre de valeur à tes filles? Le goût de l'effort. Tu vois, par exemple, la voiture, c'est interdit à la maison, on fait tout à vélo. La petite, elle a 4 ans, elle fait ses 5 bornes par jour à vélo et c'est comme ça. Le goût de l'effort, le sport, beaucoup. On fait du sport tous les jours. Et même quand il n'y a pas de sport, d'activité dans un club, je veux dire, le soir, bah, là, en ce moment, il fait beau, on va prendre un catamaran, je vais faire du catamaran avec elle le soir après l'école. C'est dur, la vie des enfants, hein, pour lycée, mais, Ouais, ça a l'air. ou alors, on prend un skate, on va faire du skate et par contre, là où on n'est pas très bon, c'est effectivement en travail manuel, en lecture et tout ça, quoi. Mais à l'école, elle se débrouille très bien, on n'a pas de soucis, donc ça roule. Tu, heu, tu as des modèles, Mathilde? Ou tu as eu des modèles? Non, j'ai pas vraiment de modèle, j'ai pas vraiment d'idole, dans ma vie. Je m'étais un peu identifiée à Laure Madoudou quand j'étais jeune. Pourquoi? Parce que son entraîneur Philippe Lucas, il ressemblait beaucoup au mien, à Didier. Il était très, très dur mais c'est des schémas très durs, mais ça fonctionnait et elle, pareil, j'avais l'impression qu'il fallait qu'il leur mette dans les rails pour pas qu'elle parte à s'éparpiller et ouais, c'était un peu ça. Sinon, non, des personnes inspirantes, essaye de t'en inspirer, tu prends ce qu'il y a. Tiens, lui, j'aime bien ce qu'il fait là, celle-ci, tu vois, tu prends un peu ce qui te plaît chez chaque personne, quoi. OK. Et un petit mot quand même aussi sur, les bateaux volants parce que c'est vrai que les bateaux volants, on en parle beaucoup ces dernières, années. Toi, tu as été skippeuse d'un ETF 26. On peut avoir ton point de vue justement sur, bah, les femmes justement sur les bateaux volants et toi sur cette expérience sur ces bateaux volants? Ouais, alors le bateau volant, quand tu commences à 35 ans, c'est plus dur qu'à 20 ans, hein, clairement, ça c'est sûr. Nous, c'est une génération, on n'a pas été nés là-dedans, tu vois. Les jeunes aujourd'hui qui ont 18 ans, qui font de la wing, du kite-à-foil et tout est plus fluide, tout est plus simple. Nous, à 18 ans, ça n'existait pas tout ça. Donc j'ai acheté un wasp aussi, j'ai fait pas mal de wasp, mais du coup t'apprends un peu, t'es livré à toi-même un peu, donc essai-erreur, on y va et dans ton coin tu prends des boîtes et ah ok ça marche pas, j'essaie différemment. Et non le TEF c'était une super expérience, mais c'est pareil, tu prends le bateau, tu bordes, tu fais oula ça y est ça décolle, ça va vite, c'est quoi le mode d'emploi, je l'ai pas et t'essayes de faire comme tu peux, ouais. C'était une très belle expérience. Ce qui nous a manqué, c'était peut-être ouais un coach quoi, pour nous faire un peu gagner du temps ou nous expliquer ce qui marche ou ce qui marche pas quoi. Et tu trouves que justement les femmes aujourd'hui ont voilà, ont un peu de retard j'imagine, par rapport aux garçons? C'est ce qu'on lit et dit souvent, hein, sur ce genre de support. C'est en train de se résorber un peu cette histoire? Alors aujourd'hui peut-être oui, mais je pense que toutes les générations qui sortent d'optimistes aujourd'hui, je pense que ce sera plus le cas. Parce Ouais. que tu vois, il y a pas mal de filles après l'optimisme, hop, je vais aller faire de la wing ou je pense que non, je pense que ça va plus être le cas. Et tant mieux. C'est quoi les prochaines ambitions, Mathilde, les prochains rêves, les prochaines envies? Ah oui, et sur le volant, c'est juste qu'en fait, filles-garçons, faut juste pas avoir peur. Après, peut-être que les filles ont un peu plus peur de la vitesse que les garçons, ça je sais pas doser, mais si t'as pas peur, y a pas de raison que ça le fasse pas. D'accord. Et voilà. Ouais, les prochaines envies, les prochains rêves, les Bah, je ne sais pas trop. C'est ce que je te disais, tu vois, tu bientôt 40 ans qui arrivent, tu sens que ton corps a plus la patate comme avant. Et aujourd'hui, je sais pas trop de quoi j'ai envie. J'ai envie de continuer à faire du bateau parce que faire du bureau toute la journée, ça, je me suis rendu compte que, bah, avec la mission Interinvest aussi, je me suis rendu compte que des mois de bureau, c'était pas ton truc. compliqué pour moi. J'aime bien gérer des trucs, la logistique et tout, mais faire que du bureau, je suis assez incapable.
J'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin d'être dehors. Et là, tu vois, ma prochaine mission, c'est d'aller coacher les optimistes au national optimiste à la CIE à Brest dans 10 jours. Parce que bah ma fille a attaqué l'optimiste et il y a tout leur groupe là, ils avaient personne pour les emmener faire le national, donc j'ai pris la mission. Et je les emmène et je suis hyper contente en fait d'aller coacher tous ces petits jeunes qui ont vraiment la soif d'apprendre. Je les ai pris la semaine dernière à l'entraînement, tu leur parles, ils boivent tes paroles et c'est hyper chouette en fait. La transmission, c'est valorisant aussi, Ouais. hein, c'est Là, je agréable, hein. sens, tu vois, à 20 ans, tu as envie de cocher des cases pour toi. Mais là, je me dis, ça fait quand même 20 ans que c'est complètement égoïste, en fait, hein, je vais pas dire je sers à rien, mais je coche des cases, je fais des trucs pour moi. Et là, je ressens plus l'envie de transmettre, aux jeunes. Que j'avais pas avant. Bah, ils ont bien de la chance en tout cas. Bon allez, je te pose la dernière question, que je t'ai posée au tout début et qu'on s'est tous posée, hein. Elle vient d'où cette boulimie quand même, Mathilde? Parce que c'est fou toute cette énergie, toutes ces envies, tous ces voilà, que je te déteste. Je pense que j'ai un peu peur du temps qui passe et que je me dis que la vie est courte, et qu'il y a 10 000 choses à faire dans la vie et en fait, ce que je veux pas, c'est me dire à 70 ans, regretter de pas avoir fait des choses, en fait et de me dire: «Oh, j'aurais pu faire ça, 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 je l'ai pas fait. Ça, je veux pas». Et j'ai beaucoup voyagé dans ma vie aussi et on a vu des choses pas très cool. Tu vois, j'ai embarqué aussi chez les militaires. On a fait le golfe de Guinée pour faire des actions civiles aux militaires, chasser les pirates aussi par la même occasion. Et on a fait des pays durs comme le Togo, le Bénin, le Cameroun. Et tu vois, tous ces petits jeunes, tous ces petits enfants, quand tu vois comment ils vivent là-bas, bon déjà ils ont la banane tout le temps et ils ont rien. Ils jouent avec des cailloux, ils sont contents. Tu rentres à Paris derrière dans le métro, les gens ils font tous la tête et tu dis waouh. En fait, faut arrêter de se plaindre. On a vraiment la chance d'être français, d'être en France et ça c'est une bonne claque, une bonne leçon de vie et tu relativises plein de choses derrière. Et je me dis qu'on a la chance d'être français, d'être dans ce pays-là et d'avoir accès à plein de choses par rapport à d'autres pays et donc faut croquer la vie vraiment, faut profiter à fond quoi. Demain, j'en sais rien, demain t'as un cancer qui te tombe dessus ou quoi, enfin faut pas se dire je ferai ça plus tard ou je remettrai à plus tard ou je vais à la retraite, aussi bien la retraite on la verra jamais. Bon et ben, on va rester sur ces, belles paroles. Je vais quand même, aller raconter, le petit clin d'œil à nos auditeurs et auditrices. Faut juste vous raconter que Mathilde s'est échappée de la maison de vacances où il y avait plein d'enfants et plein de bruit et qu'elle nous a enregistré le podcast enfermée dans sa voiture. Mais j'espère que tout va bien. On va te libérer, Mathilde, maintenant. Merci d'avoir, consacré du temps et puis merci d'avoir été, et l'invitée de Navigante et de clore cette, saison 3. On était ravis que tu sois avec nous. Et bah merci beaucoup Hélène. Allez et puis bonnes vacances, bon repos OK. un petit peu. Ouais, merci. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante, produit par Tip & Shaft. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à le partager. Et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Tip & Shaft, c'est gratuit, elle est envoyée chaque vendredi à 17h. Et pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt.